pour la continuité des séries de conférences que ESPEC offre à sa communauté pour un peu avoir une idée de quoi il s'agit, qu'est-ce que la psychologie énergétique clinique. Donc, la conférence aujourd'hui sous le thème la séparation et l'abandon. Donc, on a tous des traumas liés à ça, ou presque tous, pour ne pas être trop rigide. Donc, avec nous aujourd'hui pour nous expliquer ça et pour donner plus de perspectives dans ce domaine, avec nous, Ivo T. Freeman, comme d'habitude. Il est prêt à nous donner de son temps, de son expertise. Ivo T. Freeman, psychothérapeute, sexologue, spécialiste des traumas complexes et des troubles de l'attachement. Donc, comme d'habitude, vous avez le droit de poser des questions, de discuter, et vous êtes toujours les bienvenus. À toi, Yves. Merci Noël. Oui, voilà, donc je me fais une de mes spécialisations parce que je me suis intéressé au trauma. J'ai observé qu'il y avait plusieurs types de traumas d'abord, des traumas simples, des traumas complexes, et puis de fil en aiguille, j'ai pu observer que certaines personnes avaient plus de difficultés à les traiter lorsqu'il y avait une insécurité de base. Cette insécurité de base, c'est ce qu'on appelle les troubles de l'attachement, et qui peuvent être occasionnés notamment par l'abandon, les séparations, etc. On va essayer d'un petit peu aborder tout ça aujourd'hui. Nous avons donc 1 heure. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat, c'est le plus facile, comme ça on a une trace écrite. Et dès que je peux, je réponds. Voilà, éventuellement, vous pouvez s'intervenir en direct s'il y a une demande particulière, hein, n'hésitez pas. Voilà, privilégiez le chat parce que c'est plus facile pour moi, comme ça je peux les traiter quand c'est le bon moment. Voilà, je vais aussi le demander. Ah, le son est faible. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça. Un instant. Hop, ça va être mieux. Ça, c'est mieux normalement. Oui, logiquement, ça devrait être mieux parce que j'ai mis le micro près de moi. Yes. Ah, le son est toujours faible. Même maintenant? Oui? Ok, on va faire ça autrement. Hop. Alors, avec mon téléphone, ça sera plus facile. Donc, petit instant. Zoom. Zoom. Je trouve l'idée Karim, tu pourrais me mettre le numéro de la chambre de ce soir? Je crois que c'est terminé par 86. Tu pourrais me retrouver ça le mettre dans le chat? Comme ça, je peux le copier tout de suite. Parce que ici, je n'ai pas la bonne. Le numéro de la chambre de Zoom. Donc, ça doit être 7 ou 8 chiffres, je pense, d'affilée. Tu l'as dans l'invitation du lien. Je ne mets pas sous les yeux. Ah, voilà, merci. Ça, c'est 83. Ok, alors, ça, c'est... Voilà, normalement le son devrait être meilleur, puisque vous m'entendez directement via le téléphone. On est OK? On est bon comme ça? Oui. Alors je vais débrancher l'autre, puisqu'on n'en a pas besoin. Voilà, comme ça vous m'entendez toujours, hein? Parfait, super, génial. Voilà. Comme je dis toujours lorsque je donne des cours sur les couples, bon, quitte à me faire taper sur les doigts, ce que femme veut, homme doit. Donc ce que Nawal exige, je me soumets. Ok, donc voilà.
Ah, pas d'amélioration? Non, ça, c'est pas normal parce que, voilà, ici. Ah, voilà. Ok, parfait. Ok, donc les blessures d'attachement, effectivement, peuvent être occasionnées par toute une série d'événements de vie particuliers. On va essayer de un petit peu passer tout ça en revue. N'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat et comme ça, nous verrons un petit peu comment ça se passe. D'accord? Euh, Tout simplement pour vous dire ceci. Ici, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, ah, bah, là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est laquelle? C'est celle-là, je pense. Voilà. Là, vous m'entendez? On est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Désolé, ça c'est les joies des Mac. J'ai déposé mon iPhone sur le bord gauche de mon Mac et donc l'iPhone éteint le Mac. Donc jamais déposer son iPhone sur le bord du Mac, c'est pas une bonne idée. Donc voilà. Ok, problème réglé. Alors cette fois-ci, je le dépose un peu plus loin. Voilà. Donc, les blessures d'attachement, c'est donc en général un manque de sécurité émotionnelle et affective dans les premières années de vie. Et donc, ce manque de sécurité ou on va dire, d'affection qui est donnée par les parents, par les donneurs de soins, va générer un stress de fond et ça va influencer le style d'attachement des personnes. D'accord. Je vais partager avec vous quelques images pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et voilà. Hop. C'est pas un document qui sera transmis parce qu'il fait partie d'un cours, mais je vais essayer de vous en montrer une partie en tout cas. Voilà, donc au niveau de l'attachement, pour juste comprendre, donc si on est victime d'une blessure d'attachement, il y a effectivement plusieurs styles. On va développer une façon d'être en lien et en relation avec l'autre, qui va être évidemment un système de défense, un mécanisme de défense pour éviter la souffrance inutile. Et donc, en fonction de ce qui se passe, bien, on va bouger. Devrait y avoir une image normalement, donc quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'image, mais moi, elle est à l'écran. Donc, Nawal, toi, tu vois l'image? Tu vois Oui, l'écran monsieur. partagé? Oui, ok, d'accord. Alors peut-être qu'il faut juste regarder, tu n'es peut-être pas sur le bon écran avec moi, parce que j'apparais deux fois maintenant, une fois par mon iPhone et une autre fois par l'ordinateur. Donc c'est celle de l'ordinateur qui donnerait les images. Donc il suffit de regarder dans la galerie, c'est en haut à droite et tu trouveras. Voilà. Ah ok, super. Bien, donc voilà. Donc au niveau de l'attachement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs styles d'attachement. On va essayer d'un petit peu les passer en revue et voir un peu comment ça se passe. Alors attendez, je vais essayer de on va faire comme ça. Voilà. Donc, au niveau de l'attachement, on a plusieurs possibilités. On peut avoir ce qu'on appelle l'attachement détaché évitant. L'attachement détaché évitant, ce sont donc des personnes qui auront du mal à prendre dans les bras, par exemple, à dire je t'aime, qui vont éviter les conflits, donc qui pourraient fuir toute situation un petit peu difficile. Et évidemment, souvent, ce sont des personnes qu'on va aussi retrouver très fortement dans le mental, dans l'analyse, dans la justification. Voilà, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles, beaucoup, beaucoup de discussions et peu d'émotions exprimées. Très souvent, ces personnes auront d'ailleurs du mal à repérer leurs propres émotions ou celles des autres. Ça peut donner l'impression parfois d'être un peu arrogant ou
hautain ou vraiment en retrait. Donc, c'est pas toujours facile à vivre de cette façon-là. Donc ça, c'est l'attachement détaché évitant. Les personnes pourraient aussi avoir tendance à couvrir l'autre de cadeaux, parce que c'est moins dangereux que de dire un je t'aime et d'exprimer ses émotions. Si on est rejeté, c'est plus facile à accepter. On a une autre forme d'attachement. Donc le premier, c'est à peu près 20% de la population, hein, puisque Nawal se demandait combien de personnes il y a, mais on estime qu'en blessure d'attachement, il y a à peu près, à peu près 50% de la population qui souffre de ça. Voilà. Donc, au niveau de l'attachement anxieux, c'est à peu près 25% de la population, donc c'est une personne sur quatre. Et là, c'est vraiment l'opposé du détaché ou de l'évitant. C'est vraiment des personnes qui ont besoin d'être rassurées énormément lorsqu'il y a des liens, des rapports. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui peuvent envoyer des messages très, très, très souvent en journée, par exemple. Ils ont besoin d'un retour rapide, ou sinon, ils peuvent vraiment déclencher des crises d'angoisse, voire des crises de panique, se faire des films, des plans. Hein, voilà, il y a un accident, on me trompe, je ne compte plus, etc. Et donc, vraiment, c'est des personnes qui vont développer des ruminations mentales assez costaudes. Les ruminations mentales, c'est un système à la base de défense, c'est un mécanisme d'évitement de la souffrance, mais qui lui-même peut générer de la souffrance s'il y a trop d'attentes et trop de blessures. À côté de ça, nous avons l'attachement aussi désorganisé. L'attachement désorganisé, c'est vraiment des personnes qui pensent contrôler leur système, très très mental également, mais qui parfois explosent vraiment de colère, comme un volcan. Et l'explosion n'est pas toujours très logique par rapport à la situation. C'est-à-dire que des situations complexes, la personne pourrait rester très calme, et lorsqu'il y a des situations tout à fait anodines, ça pourrait devenir la fin du monde, parce que c'est vraiment comme une cocotte minute, il y a vraiment une sorte d'épuisement du système, et à un moment donné, le système est débordé et tout ressort. Les personnes qui ont beaucoup de mal à lâcher, d'ailleurs aussi, euh, une fois que ça rumine, ils vont rester dans la rumination. Par contre, quand ils explosent, ça pourrait se calmer tout aussi vite. Et parfois, donc, ils vont exploser, puis 5 minutes plus tard ou 20 minutes plus tard, c'est tout à fait terminé. Ce qui est assez, évidemment, on va dire, décontenançant pour les partenaires, parce qu'on ne comprend pas très bien comment on peut passer comme ça du tout, enfin, rien ne va bien à tout va bien. Et donc, c'est un peu compliqué pour les personnes qui doivent suivre tout ça. Euh, au niveau de la rupture du lien d'attachement, donc comment ça peut se passer? Eh bien, si vous n'avez pas reçu effectivement suffisamment de sécurité émotionnelle et affective dans les premières années, l'enfant n'a pas la possibilité de comprendre ce que c'est un attachement sécure. En gros, normalement, un attachement sécure, c'est un attachement où la personne sait qu'elle est aimée, c'est une évidence. Les parents en font la démonstration quotidienne, ni trop ni trop peu, prennent dans les bras, disent je t'aime, expliquent les émotions, rassurent quand il se passe quelque chose. Euh, voilà. Donc si on a des parents qui ont des difficultés eux-mêmes à prendre dans les bras ou à dire je t'aime ou à repérer leurs émotions, ça va générer chez l'enfant du stress parce qu'il ne comprendra pas, il n'a pas de grille de lecture pour décortiquer son univers, comprendre son univers. Et donc, il va devoir développer des mécanismes d'adaptation qu'on appelle la résilience, hein, c'est la faculté de rebondir et de s'adapter à l'environnement. Et en fonction du type de blessure d'attachement qu'il a en face de lui, eh bien, il va reproduire souvent les mêmes schémas que ses parents ou un mélange des schémas parentaux ou des schémas des donneurs de soins. Hein, si les enfants sont beaucoup chez des grands-parents, des oncles, des tantes, voilà, parrains, marraines, eh bien évidemment, ça peut provoquer le même type de blessure. Donc, l'enfant va chercher à recopier, à reproduire ce qu'il voit, ce qu'il vit, parce que c'est comme ça qu'il apprend. Je rappelle qu'un enfant apprend énormément par les neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs, c'est vraiment la faculté de reproduire les schémas, les mouvements, les comportements de ce qui entoure l'enfant. Et donc, il va évidemment être très, très fortement influencé par cet environnement. Donc, la rupture de lien, elle peut être à l'origine, enfin, l'origine, pardon, de cette rupture de lien peut être à la fois le dysfonctionnement parental ou des donneurs de soins. Ça peut être aussi évidemment une série d'événements qui vont frapper la cellule familiale. Donc ça peut être des événements, ça peut être
aussi les aspects transgénérationnels parfois quand il y a une certaine fragilité ou sensibilité à certains types de stress. Il peut évidemment y avoir aussi des aspects culturels, hein. Si on ne prend pas dans les bras, par exemple, bien, ça va générer des difficultés. Je me rappelle plusieurs patients qui viennent de l'Afrique noire me disaient que dans toute une série d'ethnies d'Afrique noire, par exemple, c'est assez violent quand ils sont enfants, hein. Il peut y avoir des coups, tel point d'ailleurs que c'est normal. Et les enfants se coupent évidemment de cette violence. Je sais que parfois, ça peut se produire aussi, évidemment, au Maroc ou ailleurs. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, parents, grands-parents étaient sous-officiers de gendarmerie, et donc c'était plutôt rude, hein. J'étais un enfant battu. Et par exemple, on a attaché mon bras gauche pour m'obliger à écrire de la main droite. On me l'attachait, hein, vraiment. Ou il pouvait évidemment avoir les coups de ceinture, etc. Donc, voilà, en fonction du milieu social, de la culture générale, de l'environnement, de la reproduction des blessures d'attachement, évidemment, l'enfant peut subir des choses qui vont le marquer et qui va reproduire en tout ou en partie, ou qui vont devenir des contre-exemples aussi parfois. L'enfant, en grandissant, va chercher à éviter de reproduire le même schéma, mais s'ils ne sont pas travaillés en thérapie, ça sera quand même assez compliqué parce qu'il n'a pas d'étalonnage correct de ce qui est juste ou injuste dans le cadre dans le cadre de l'éducation des enfants, par exemple. Donc, dans ce système, on comprend que l'attachement est quelque chose qui a besoin de stabilité. C'est un des piliers de la sécurité, c'est la stabilité. Donc, dès qu'il y a des ruptures, des séparations, hein, pour ça qu'on en parlait dans le titre, eh bien, chaque séparation, c'est une perte de lien, parce que l'enfant va perdre soit l'intensité du lien qu'il avait avec un des deux parents, si ce sont des parents qui se séparent, mais ça peut aller plus loin. Ça peut être aussi des pertes de liens et de repères qui rassurent lorsque, par exemple, il y a des changements, des déménagements réguliers, changement d'école, changement de copains, de copines, eh bien, ça peut rendre difficile à l'enfant de s'attacher à des figures. Or, l'attachement, à la base, c'est une figure d'attachement. Donc, on sait que dans les années 50, les années 60, les précurseurs de la théorie de l'attachement, comme Bowlby, Konrad Lorenz, etc., Ainsworth, ont étudié les figures d'attachement en utilisant des animaux dont ils étaient la première figure lorsque l'animal naissait, hein, donc des canetons, des poules, etc. Eh bien, l'animal s'attachait à la première figure de sécurité qui était là. Et c'est comme ça qu'on voit dans ces expériences, par exemple, on voit Konrad Lorenz nager ou faire de la barque sur un étang et on voit des dizaines de canetons qui le suivent partout où il va, parce que c'est ça la figure d'attachement. Donc, lorsqu'il y a une rupture, une séparation, un divorce, eh bien, ça va générer forcément une blessure. Et si elle n'est pas prise en compte, l'enfant va se développer avec des mécanismes de défense qui se mettront en place pour justement chercher à ce qu'il s'adapte à la situation. Donc, quels sont les signes de troubles d'attachement chez l'enfant, par exemple? Eh bien, c'est justement cette anxiété de fond qui pourrait apparaître. Ça pourrait être aussi, par exemple, des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, l'enfant qui devient très très collant, qui commence à pleurer tout le temps, ou au contraire qui se coupe, hein, qui n'exprime plus rien, qui est éteint alors qu'il jouait beaucoup avant, des modifications de comportement, donc par exemple entre l'école et la maison, donc l'enfant n'est pas du tout dans le même type de comportement, de l'expression de certaines colères, des up and down, donc vraiment des chauds, froids chez l'enfant en fonction de l'environnement dans lequel il est, où il pourrait tout à fait basculer en mode de survie et chercher à s'adapter à la nouvelle situation. Euh, des simples déménagements trop réguliers, trop fréquents peuvent provoquer donc déjà cette blessure. Et évidemment, le dysfonctionnement parental lui-même qui peut provoquer lui aussi ce genre de choses. Donc, dans les signes, on retrouve un peu ce type de comportement, le désintérêt, hein, une tristesse de fond, la colère de fond, etc. Pour ceux qui ont assisté à d'autres conférences ou qui ont déjà fait d'autres formations avec moi, vous savez qu'il y a aussi évidemment des réflexes archaïques qui peuvent être en lien avec les blessures d'attachement, parce qu'en fonction de la sécurité ou non qui a été donnée chez l'enfant, certains de ces réflexes de base de sécurité peuvent ne pas s'être intégrés
on en a déjà parlé, hein, comme le réflexe de Moreau, le réflexe de paralysie par la peur, ou le réflexe de protection. Le réflexe de protection, c'est assez facile à repérer. Vous voyez des gens qui ont des épaules rentrées comme ça, et qui ont une démarche assez raide, les genoux assez verrouillés. Ça, c'est vraiment le corps qui est en protection. Quand vous parlez d'enfance, c'est de la naissance à quel âge? Bien, c'est toute l'enfance, hein. Donc, la blessure d'attachement peut se développer évidemment au plus jeune, ça se passe, au pire, ça sera. Mais une blessure d'attachement peut aussi se produire à l'adolescence si des parents meurent ou s'il y avait déjà une blessure d'attachement chez les parents. L'enfant n'a pas pu se construire dans un attachement sécure. Ça, c'est juste impossible. Donc, il va automatiquement reproduire une partie des schémas auxquels il est confronté. Mais au plus jeune, c'est au pire, il y aura de blessures. Donc, voilà. Et si la blessure apparaît, ce qui est souvent le cas, en dessous des 3 ans, c'est là qu'on aura ce qu'on appelle des traumas précoces, des empreintes précoces. Ça peut même parfois être intra-utérin, puisque vous avez parfois des femmes qui souffrent pendant toute la grossesse de maltraitance ou de stress, d'angoisse, et l'enfant aussi qui parfois lui-même est déjà maltraité, y compris pendant la gestation par des coups qui pourraient être donnés, par exemple, hein, de la violence familiale. Voilà. Et parfois même, c'est déjà arrivé, des mères parfois qui ne veulent pas d'un enfant et qui se frappent elles-mêmes. Donc, j'ai vu ça plusieurs fois en supervision pour accompagner certains de mes collègues. Donc ça, c'est toujours un élément qui est assez compliqué. Alors, du trouble de l'attachement au trauma complexe, ben oui, donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ben, au plus jeune se produit la blessure, au moins la personne aura la capacité de développer des mécanismes de sécurité, puisque l'insécurité est connue depuis le plus tendre âge. Donc, ça veut dire que dans les mécanismes de survie, l'enfant va devoir mettre en place ces fameuses blessures, donc attachement détaché évitant, anxieux, désorganisé ou ambivalent, qui est un mixte des 3 premiers cas de figure. L'enfant va devoir déjà mettre en place cela, il va copier-coller en partie ses parents ou les donneurs de soins, ou il va chercher à trouver une adaptation au système et à son environnement. Ça veut dire aussi que si ça démarre très jeune, ça veut dire qu'il va être plus sensible à certains types d'événements de la vie qu'un enfant qui aura un attachement sécure pourra digérer, alors qu'un enfant qui n'a pas un attachement sécure aura beaucoup de mal à digérer, c'est qu'il va générer ce qu'on appelle des traumas complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'entrechevêtrement de plusieurs blessures qui peuvent avoir les mêmes croyances, les mêmes cognitions de fond, hein, les croyances que l'enfant va développer à partir de ce qu'il vit, de ce qu'il subit. Mais on peut avoir aussi, évidemment, cette complexité qui va venir de la répétition de même type de trauma ou de traumas différents, qui vont donc rendre les choses plus compliquées pour l'enfant. Et s'il n'obtient pas de la réassurance des parents ou des donneurs de soins qui lui expliquent ce qui se passe, qui le rassurent, qui le prennent dans les bras, qui lui expliquent ce qu'il est en train de vivre comme émotion, ben, l'enfant va devoir imaginer et soit il va être anxieux et débordé, soit au contraire il va se couper, ou alors il va penser, gérer, mais il explose de temps à autre, ou un mix de tout ça. Donc, cette blessure d'attachement, peut amener très régulièrement des traumas complexes. Ça veut dire que tous les traumas complexes n'ont pas nécessairement une blessure d'attachement. Par contre, les blessures d'attachement signifient quasi systématiquement un trauma complexe à cause de la durée dans le temps et de la répétition. Bon, évidemment, si vous avez une blessure d'un deuil à 12 ans et que vous êtes traité à 14 ans, il n'y aura probablement pas encore de trauma complexe, pour autant que les parents, avant le deuil, avaient un attachement sécure l'un et l'autre. Si un des deux parents a un attachement insécure, il y aura automatiquement un impact sur l'enfant, y compris à son âge adulte, parce que ça ne se répare pas tout seul. Ça nécessite vraiment une intervention psychothérapeutique, notamment de reconstruction des qualités de base que l'enfant n'a pas pu construire. Quelles sont les qualités de base qu'un enfant ne peut pas construire si l'attachement est insécure? Ben, c'est déjà l'estime de soi, qui va amener un manque de confiance en soi et qui va amener en lui-même un manque d'affirmation de soi. Je ne peux pas prendre ma place ou je n'ai pas le droit à avoir une place. Donc, on va devoir vraiment être très attentif à ça, parce qu'au plus tôt on intervient, au mieux c'est. Mais il n'y a pas d'âge. Donc, si je veux travailler sur une blessure d'attachement à 80 ans, c'est faisable. Voilà, évidemment, si j'ai eu la chance de le faire plus tôt, ça va évidemment me faciliter la vie et mon quotidien pendant quelques décennies. Donc, c'est toujours plus intéressant d'essayer de démarrer plus tôt que plus tard. L'attachement sécure, lui, donc, c'est une personne qui a eu cette opportunité de vivre avec des parents
qui ont donné à l'un et à l'autre cette sécurité. La sécurité, ça veut dire que les parents n'étaient ni trop présents, ni trop absents, ni trop autoritaires, ni trop laxistes. Donc il y avait vraiment un cadre de fonctionnement qui était nommé, qui était respecté par les parents et par l'enfant. Et en donnant ce cadre, les choses se passaient bien, puisqu'il y a de l'amour qui était exprimé, de la reconnaissance, de l'affection, de l'attention. Et c'est en dehors du cadre, évidemment, que là, l'autorité parentale va reprendre le dessus, mais toujours avec bienveillance, en expliquant pourquoi il ne faut pas franchir le cadre, parce qu'il y a une certaine dangerosité à le faire, par exemple, ou d'autres blessures qui pourraient entrer en ligne de compte. Donc, ça, c'est très important de bien noter ces éléments, c'est que si le cadre est donné de façon correcte, les parents vont pouvoir apporter cette sécurité de fond. Et évidemment, ça veut dire aussi que ça nécessite des parents d'avoir discuté, par exemple, de l'éducation. Comment est-ce que j'éduque mes enfants? Comment est-ce que je trouve un équilibre entre l'éducation et les valeurs, etc. Parce que si les parents ne discutent pas, ou ne dialoguent pas, ou ne sont pas d'accord, évidemment, ça va générer des conflits, y compris avec les grands-parents, par exemple, hein, ou les autres donneurs de soins. C'est important de poser un cadre bienveillant de façon à ce que les choses soient faites. Il y a une question sur une attestation. Non, il n'y a pas d'attestation, hein, c'est une conférence qui est offerte sur une thématique. Voilà. Il y aura des formations qui seront données sur le sujet, avec aussi comment travailler sur ce type de blessure par l'ESPEC. Là, pour ça, vous contactez Nawel ou Karim mettra dans le chat des informations. Voilà, donc, mais il n'y a pas d'attestation particulière puisque c'est une conférence gratuite. Voilà, donc au niveau de... On peut faire un petit exercice d'observation, ça peut être intéressant pour tout le monde. J'aimerais que vous vous essayiez ou prenez une position confortable. Vous pouvez, pour ceux qui connaissent le tapping, penser à faire le bord des doigts, ne fût-ce que le pouce sur le bord de l'index, hein, le pouce vient naturellement sur le côté du doigt. Je vais sortir peut-être du partage, comme ça on me verra mieux. Voilà, pour ceux qui me voient en tout cas. Ah oui, il faut que j'ouvre l'autre caméra, ça sera plus facile. Voilà, une des deux caméras, vous me verrez. Donc, vraiment, le pouce sur le bord du doigt, donc c'est comme ça, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc le pouce, il est naturellement du bon côté du doigt. D'accord? Donc si je mets la main vers moi, le pouce vers moi, c'est le côté qui est toujours vers moi, que je vais stimuler sur le bord de l'ongle, donc à l'extrémité du doigt, mais sur le côté du doigt, pas sur le bout du doigt. Donc le pouce vient naturellement sur le côté, puis bord du majeur, annulaire, auriculaire, etc. D'accord? Donc ça, c'est une tapping classique. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, vous avez, si vous tapez sur YouTube mon nom, donc Yves Gauthier, et vous tapez .eft par exemple, vous avez des points, une vidéo où je montre les points, ou sur le site de l'ESPEC, normalement, il y a aussi des vidéos qui sont de présentation qui existent, où vous avez beaucoup d'informations sur certaines de ces vidéos. Donc, au niveau du tapping, faites ce petit exercice. Donc, vous allez simplement respirer en cohérence cardiaque. Donc, c'est 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Et vous faites bien le bord des doigts, comme ça, lentement. Vous changez toutes les 2-3 secondes, tout simplement. D'accord? Juste inspirer, expirer. Voilà, juste inspirer, expirer. Voilà. Et j'aimerais que vous pensiez à une personne qui vous est très chère. Vraiment, voilà. Une personne qui compte beaucoup pour vous, tout simplement. Essayez de fermer les yeux et d'observer où vous ressentez des émotions. Alors, ceux qui disent qu'on ne me voit pas, vous devez simplement changer de, de capsule, hein, parce que je suis présent 2 fois sur, voilà, sur l'écran. Une fois, c'est mon téléphone pour que vous ayez une meilleure écoute, et l'autre fois, c'est moi. Vous voyez, in vivo. D'accord? Donc, faites bien le bord de doigt. Voilà. Là, je vois. On me dit oui. Donc, c'est bien. On me voit. OK. Alors, restez bien. Pensez à cette personne enfin, qui compte beaucoup à vos yeux. Et prenez un petit moment pour observer ce que vous ressentez lorsque vous pensez à cette personne.
Est-ce que vous ressentez de la joie, des émotions positives? Est-ce que vous ressentez peut-être certaines activations dans votre corps qui peuvent être de l'énergie qui circule, un sourire qui apparaît, bref, quelque chose. Essayez de prendre un tout petit moment pour observer ce que vous ressentez, juste ici et maintenant. Prenez juste ça. Ok. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que cette personne, voilà, elle vous annonce qu'elle va partir pendant un an. Vous n'allez plus la voir pendant un an. Et essayez d'observer un peu ce que ça vous fait quand vous apprenez que la personne voilà, qui compte beaucoup pour vous disparaît pendant un an. Et c'est un peu juste d'observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Normalement, chez certains, vous allez sentir une émotion qui va apparaître. Chez d'autres, ça va peut-être se couper. Vous n'allez plus rien ressentir. Chez d'autres, vous allez dire, c'est peut-être des parties mentales qui vont commencer à dire, ben non, je sais bien qu'il part pas, etc. Prenez juste un petit moment pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. La façon dont vous allez réagir ou ressentir les choses, c'est une traduction déjà de votre style d'attachement. Si j'ai un attachement qui est sécure, mon attachement sécure fait que je ne vais pas prendre à titre personnel ce que l'autre dit ou fait, je vais être plutôt dans la curiosité de comprendre ce qui se passe pour l'autre pour qu'il me voie de telle ou de telle façon. Comme je l'avais expliqué lors d'une précédente conférence, euh, il y a ce fameux livre sur les accords Toltec, qui est un chouette bouquin de Don Miguel Ruiz, hein, et qui donne cette image du film et du script d'un scénario. Et si quelqu'un vient chez vous et vous agonie d'injures, est-ce qu'il y a une différence avec la même personne qui vient chez vous et qui vous couvre de laurier, qui vous dit que vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire? D'un point de vue technique, bon, certains d'entre vous vont dire, bah oui, il y a une différence, c'est évidemment plus agréable de recevoir des compliments que des insultes, mais d'un point de vue de fond, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de différence? Que quelqu'un aurait une idée, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de différence? Vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des idées. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui nous insulte ou qui nous couvre de lauriers et de compliments pour notre schéma intérieur? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de différence? Qui a une idée? Oui, vas-y, tu peux, Kautar, tu peux. Ouvre le micro tout simplement. Ça va? Tu as trouvé? Voilà, ça y est. Oui, il est Je suis ouvert. voilà. Voilà. Bonjour à tous. Je suis pas très douée à ce niveau-là, donc bon, je fais ce que je peux. Alors oui, je pense que c'est la même chose, surtout quand on a un style d'attachement sécure, dans la mesure où c'est la perception qui va être intéressante de la chose. C'est comment je perçois, comment j'intègre, comment je donne une explication finalement, quel genre d'explication je vais donner à ce que l'autre va me présenter. Parce que si j'ai fait mon petit bout de chemin par rapport à mon estime de moi-même, ma confiance en moi, etc., ben même si l'autre me traite de banal ou quoi que ce soit, c'est comment moi je me perçois. Si je ne me perçois pas comme tel, je vais justement voir en quoi est-ce que l'autre a ce genre de réaction. Et c'est donc ça n'engage que lui, ça n'engage que la personne Voilà, elle-même. exactement. Là, j'ai Donc, fait mon petit bout de chemin. Ouais, pardon. voilà, non, pas de souci, pas de souci, Kautar. Donc, en gros, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que l'autre veut nous faire jouer un rôle dans son film à lui, dans son script à lui. Et dans l'un, il nous voit comme quelqu'un de super, et dans l'autre, comme quelqu'un qui est affreux. Mais techniquement, les deux éléments sont faux. Évidemment, c'est plus agréable de recevoir des compliments que des insultes, mais techniquement, c'est juste comment moi, je vais effectivement percevoir les propos de l'autre. Si je suis dans l'ego, bah, je vais trouver ça super qu'il me complimente et je vais réagir peut-être très violemment s'il m'insulte. Si je suis dans la curiosité du self, c'est-à-dire dans cet espace de base de sécurité que normalement les enfants sont censés recevoir de la part des parents, eh bien l'enfant va juste être curieux de comprendre pourquoi l'autre est fâché et il va aller simplement vers l'autre en lui disant, écoute, je comprends pas pourquoi tu es fâché, qu'est-ce qui se passe? Il va poser des questions et il va chercher à apprendre, comprendre, et à partir de là, il va pouvoir repositionner simplement peut-être son comportement à lui, parce que peut-être qu'il avait fait effectivement quelque chose qui n'était pas cool, mais il n'a pas perçu ce qui ne l'était pas. Par contre, il ne va pas porter à la place de l'autre, que ce soit les compliments ou les insultes, il va pouvoir rester dans son énergie, et il va donc pouvoir du coup ne pas prendre la charge émotionnelle négative. Donc forcément,
ça, si j'ai un attachement sécure, ben, normalement, j'ai une bonne estime de moi qui va apporter une bonne confiance en moi et une bonne affirmation de moi. Je peux dire à l'autre, bah, écoute, non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais voilà, j'aimerais comprendre pourquoi tu le penses, mais je ne vais pas m'agiter, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas mettre de l'énergie dans cette justification, parce qu'il n'y a aucune raison que je me justifie. Hein. Je vais peut-être chercher juste à comprendre pour améliorer la capacité d'être en lien. En gros, la sécurité de base et l'attachement vont me permettre de développer des liens qui vont être sécures, constructifs, qui vont pouvoir grandir. L'un, je veux dire, grandir et dans le sens, on va pouvoir mieux s'épanouir ensemble. Et évidemment, c'est ce que nous voulons normalement. Si maintenant la personne vous importe peu, bah, vous allez peut-être rester indifférent sans vous couper. Et voilà. Mais par contre, si vous observez que vous vous coupez, ça c'est un mécanisme de défense. Si vous voyez que vous passez en mode attaque, hein, à nouveau, je rappelle, attaque, fuite ou je me coupe, hein, je fais le mort, ce sont des mécanismes de défense, de survie. Ça montre que derrière cela, il y a quand même des blessures qui vous activent et qui vous font réagir de cette façon-là. Donc de base, effectivement, je vais être curieux de comprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre, mais je ne vais pas raisonner avec les propos de l'autre. Je vais pouvoir rester calme. D'accord? Voilà. Et donc ça, c'est important. Je vois qu'il y a Gita qui dit l'opinion appartient à l'autre. Hein, donc, détachement par rapport à l'opinion de l'autre, oui, effectivement. Alors, détachement, c'est peut-être pas détachement, c'est non-résonance avec le propos de l'autre. Je ne vais pas entrer en résonance. Je vais chercher à comprendre. C'est pas me couper ou être détaché. C'est juste dire, tiens, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais si je suis vraiment dans le self, ce qu'on appelle le self, cet espace de curiosité spontanée d'un enfant qui découvre la vie, l'univers dans un environnement qui est sécurisant, bien l'enfant va être curieux, tout simplement. Il va exprimer sa curiosité. D'accord. Il ne va pas rester dans son coin, il ne va pas non plus se couper, il ne va pas non plus attaquer parce qu'il n'a pas besoin, il va juste exprimer sa curiosité, de comprendre. Et si l'autre ne peut pas lui expliquer, en tout cas, il ne va pas en faire tout un fromage, il ne va pas être marqué par cela, ça va se digérer de façon naturelle et spontanée. Par contre, si vous observez que vous commencez à ruminer sur le sujet, là, ça veut dire qu'il y a quand même des blessures. Hein. Donc, je vous avais donné quelques symptômes tout à l'heure où on peut repérer l'attachement qui est insécure. Eh bien, dans les comportements, comme pour les traumas ou les traumas complexes, on peut retrouver certains types de comportements qui sont des mécanismes d'évitement ou de défense, comme par exemple les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies, les comportements excessifs, hein, workaholic, sexaholic, sportaholic, sont tous les comportements qui vont montrer qu'il y a une insécurité de base à cause soit d'un événement, d'une relation particulière qui nous a impacté. C'est souvent évidemment les parents, parfois les premiers professeurs aussi. Hein. Je sais que parfois à l'école, c'est pas très drôle au Maroc, donc, comme chez nous avant, hein, donc c'est pas toujours très rigolo. Euh, voilà, mais si la sécurité de base peut être donnée dans la famille ou avec des personnes qui vont servir de mentors, hein, qui vont servir de référents, la blessure peut être réparée assez rapidement. Donc c'est ça qui est important, c'est comprendre que au plus vite on intervient, au mieux c'est, mais on peut travailler jusqu'à la fin de nos jours, on peut encore aller réparer des blessures d'attachement. Ça nous permet de réparer tout ça. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y a encore plein de gens qui arrivent, là, je vois. Hop, hop, hop. Voilà. Non, sinon je vais reprendre un petit peu le- les éléments. Donc, c'est ce qu'on va appeler nos modèles internes opérants. Les modèles internes opérants, c'est vraiment les ressources auxquelles j'ai pu être confronté, qui vont m'apprendre à survivre, à m'adapter dans mon environnement. Et ça, c'est assez important. Notamment parce que au niveau de ces petites voix intérieures, hein, c'est ce qu'on appelle les ego states, les parts, les sous-personnalités. On peut avoir cette part critique hein, qui souvent apparaît, et cette part critique, évidemment, peut nous faire beaucoup de tort, elle peut être à la base, à l'origine de comportements d'autosabotage. Et donc, évidemment, c'est déjà repérer la bienveillance ou non de ce type de petites voix. Si vous avez des petites voix internes qui vous critiquent tout le temps, c'est toujours repérer quel est leur besoin, quelle est leur peur. En gros, quel est le besoin de cette part de faire ce qu'elle fait, quel est son objectif, quel est son but, normalement bénéfique et positif, parce que normalement les parts, les sous-personnalités sont bénéfiques et positives, elles veulent nous protéger. Dès que vous observez qu'il y a des petites voix comme ça qui ne veulent pas nous protéger, mais qui veulent vraiment nous faire souffrir,
En général, ce sont des énergies extérieures. Donc, ce sont souvent des croyances qui ont été, on va dire, digérées par le patient à force de les entendre à son propos. Et donc, il s'est identifié avec des paroles ou des actes ou des gestes ou des négligences des donneurs de soins ou de son environnement. Et donc, il a fini par s'identifier avec ces mots, ces croyances, et donc il résonne avec elles. Donc, première chose pour nous, c'est déjà de repérer quel est le besoin des parties, quelles sont leurs peurs, de façon à ce qu'on puisse effectivement intervenir sur la bonne pièce du puzzle et aider à la reconstruction d'estime de soi, et puis de la confiance, et puis de l'affirmation de soi. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ce sont des mécanismes. Dans une relation, dans un couple, on a un tout petit peu parlé lors de la conférence sur le couple, mais c'est souvent les blessures et leurs protecteurs qui vont s'exprimer envers les blessures et les protecteurs du partenaire. Et donc, évidemment, si on a plusieurs blessures et euh, plusieurs systèmes de défense de protecteurs de ces blessures, de ce qu'on appelle les exilés, eh bien évidemment, ça devient un système complexe et multiple, et les relations, les discussions peuvent devenir très, très compliquées. Par exemple, dans les styles d'attachement, si vous mettez deux attachements détachés évitants ensemble, ça peut se passer très bien parce qu'il n'y a pas de discussion. Les gens vont se couper l'un l'autre, ou vont simplement se couper quand il y a un truc difficile, ou vont éviter. Et donc, ils peuvent passer toute leur vie l'un à côté de l'autre et sans être vraiment heureux, ni nécessairement malheureux, mais voilà, hein, ils ne vont pas pouvoir le faire. Par contre, si on a un évitant avec un anxieux, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Ou si ces deux anxieux, ils vont être très fusionnels, donc tant que ils sont sur les mêmes idées, s'ils ont le même projet de vie, hein, je rappelle qu'un couple, normalement, se construit autour de certains principes, hein, la bienveillance, la bientraitance, bon, l'amour, évidemment, l'attirance, mais bienveillance, bientraitance, la confiance et évidemment un projet de vie, c'est-à-dire qu'on a envie de développer, de faire des choses ensemble et de développer un projet commun. Si j'ai deux anxieux, ben, ils vont être très fusionnels, mais si j'ai un anxieux avec un détaché ou un évitant, c'est ça qui va être compliqué, parce que l'anxieux va avoir besoin de gestes réguliers d'attention et d'amour et d'affection, là où le détaché a du mal justement à en faire la démonstration, et l'évitant va éviter. Donc, plus le détaché évitant va être détaché et va éviter, plus l'anxieux va être anxieux. Et donc, plus l'anxieux va être en demande, plus le détaché évitant va être envahi et va s'enfuir encore plus. Hein, donc, c'est vraiment le cas de figure où on voit vraiment, hein, c'est cours après moi que je t'attrape. Plus l'anxieux va courir derrière le détaché évitant, plus il va se sauver. Et dès qu'il arrête de courir derrière, le détaché évitant va se rapprocher parce qu'à nouveau, il va se sentir plus en sécurité. Maintenant, transposer cela dans une entreprise, dans votre boulot, avec des collègues, avec des managers, vous allez voir qu'on a exactement le même schéma. La blessure d'attachement, comme elle impacte tous les styles de relations, ce n'est pas uniquement au niveau familial, ni même copain ou ami, c'est aussi au niveau professionnel. Si vous avez un manager qui a un attachement détaché évitant et qu'il a des subordonnés anxieux, ben les anxieux vont avoir besoin d'être rassurés tout le temps, donc ils vont tout le temps aller trouver le manager en lui demandant des confirmations de si ce qu'ils ont fait est bien, et évidemment, ça va énerver le détaché évitant, qui lui veut justement éviter de ne pas être sous pression, donc il va à un moment donné se fâcher parce qu'il va trouver que les personnes ne sont pas autonomes. Et l'inverse est tout aussi vrai. Si j'ai un manager qui a un attachement anxieux et qui revient trop souvent vers ses subordonnés en vérifiant ça va, est-ce que tout va bien, est-ce que tu te sens à l'aise, etc. Le subordonné qui a un attachement détaché évitant va se sentir envahi et à un moment donné, son système pourrait tout à fait bien exploser. Donc il faut faire attention à ce type de comportement dans les relations parce qu'effectivement, ça joue beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question. Comment faire la différence entre un évitement et une manipulation? Alors, ben, justement, mais donc, j'en ai un tout petit peu parlé dans une formation. Donc, je donne une formation sur les manipulateurs actuellement. On va la donner certainement au Maroc aussi. Donc, c'est un ensemble de petits modules. En gros, c'est une question de nombre de critères présents sur l'ensemble des comportements de la personne. Hein, bon, je vais donner quelques critères. Hein. Donc, les critères les plus connus, ils ont été établis par Nazar et Agas. Ça s'appelle les 30 caractéristiques du manipulateur. C'est un peu une échelle. À partir de 14 sur 30, on parle d'une personnalité manipulatrice. Si on arrive aux alentours de 18, 19, 20, on sait qu'on a affaire à plutôt une blessure narcissique, égocentrée, hein, et manipulateur narcissique. Et puis, on peut aller vraiment vers le pervers narcissique
quand la personne veut détruire l'autre et vraiment avoir le pouvoir. Mais dans les types de caractéristiques classiques, on a évidemment souffler le chaud et le froid, prêcher le faux pour savoir le vrai, rester flou dans ses réponses, exiger que l'autre soit toujours réactif et réponde immédiatement aux questions, aux sollicitations. La personne euh, va prendre des positions hautes hein, pour faire croire en sa supériorité. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc il va dire qu'il faut faire d'une certaine façon, mais lui fait différemment. Donc il n'applique pas les mêmes règles à lui-même. Il peut tout d'un coup être au petit soin avec nous, et puis juste après nous casser, hein, nous humilier, nous dévaloriser. Il va chercher à nous isoler, par exemple aussi. Hein, donc il va chercher à ce qu'on n'ait plus de ressources autour de soi, autour de nous pour pouvoir être conseillé, que quelqu'un lui dise, mais enfin, Yves, ça ne va pas ce que tu vis là, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, la personne cherche à isoler pour avoir le pouvoir. Il va chercher à créer, par exemple, les zizanies, des disputes, donc il va monter les uns contre les autres, il ne tient pas les mêmes discours, etc. Donc là, je pense que je viens d'en donner une bonne quinzaine sur les 30, donc c'est déjà pas mal. Donc, voilà, mais donc, on va repérer ça en fonction du nombre de caractéristiques et du temps où elles sont utilisées, etc. Alors parfois, euh, ce sont des victimes de manipulateurs ou des enfants qui ont eu des parents manipulateurs, hein, quand c'est toxique, qui peuvent parfois reproduire le même schéma sans la même intention, parce que eux, comme c'est des neurones miroirs, ils peuvent reproduire. Et si on les met en conscience de ces mécanismes-là, et qu'il y a normalement une discussion, un dialogue se fait différemment, bien évidemment, ça va permettre de réparer ce type de comportement et de ne plus les reproduire. Le manipulateur étant ambivalent, Nadia, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Les manipulateurs ne sont pas nécessairement ambivalents, hein. Donc, en gros, dans la manipulation, ça va dépendre du nombre de critères. Et en fonction du nombre de critères, plus on va vers le narcissique manipulateur ou le pervers narcissique, ils n'ont pas d'attachement ambivalent. Ils ramènent tout à eux. Donc, en gros, au niveau de l'attachement, les autres ne comptent pas. Il faut juste comprendre que l'autre n'existe pas à leurs yeux. Il n'y a que eux et leurs besoins qui comptent, surtout si on va vers le pervers. Le manipulateur narcissique, même chose. Et si on a des gens qui ont des techniques de manipulation qui sont parfois la résultante de ce qu'ils ont vécu, ben à ce moment-là, euh, ce sont des mécanismes dont ils n'ont pas conscience nécessairement, et de fait, voilà, ils peuvent les réparer si, en tout cas, c'est des personnes qui pourraient très bien aller faire une thérapie et les réparer ça, parce que voilà, ils ne vont pas développer justement un égocentrisme à tout craint. Voilà. Le Razra dit très égoïste, oui, pas du tout anxieux. Oui, il faut préciser vos questions parce que je ne sais pas ce que je dois dire. Ça. Donc, oui, Kautar, je vois que tu as levé la main. Il faut ouvrir le micro. Oui, voilà. Non, il n'est pas encore ouvert. Il n'est pas encore ouvert. C'est en bas à gauche, normalement. Réactiver le Ça son, tu vois. marche? Là, vous Voilà. m'entendez? Oui, on ne te voit Ouais. plus, mais on t'entend. Ah, ok. Alors, je voulais dire juste que je ne sais pas, et dites-moi si je me trompe. Là, par rapport aux questions, j'ai l'impression que les gens confondent un peu entre trouble de la personnalité et style d'attachement. Et là, c'est deux choses complètement Oui, tout à différentes. fait. Voilà, que c'est bien de faire appel à ce genre d'échelle, mais quand on écarte complètement la présence d'un trouble de personnalité, parce que quand on parle de trouble de personnalité, là, on ne fait plus du tout appel aux échelles, ça devient autre chose. Ça, on s'appuie plutôt sur les critères diagnostiques DSM-5 ou bien sur la classification mondiale 10. Je suis désolée, j'ai été tellement maladroite tout à l'heure. J'ai oublié de vous souhaiter la bienvenue et merci beaucoup Il n'y a pas pour de souci. ces conférences que je trouve très intéressantes. Et j'espère qu'on va être, bien sûr, pour les formations avertis à temps pour qu'on puisse assister un peu à celles que vous allez voilà, animer ici au Maroc. Donc, moi, c'est Kadri Kautsar, je suis psychologue et psychothérapeute TCCiste. Et voilà, et merci beaucoup, merci pour tout. Ben, Donc merci. voilà, je voulais juste faire cette parenthèse Pas du trouble de de la souci. personnalité. Ça, Oui, c'est, tout à fait, voilà. tout à fait. Tu fais bien, tu fais bien. Donc effectivement, on n'est pas sur la même échelle. Je rappelle aussi qu'au niveau du DSM, par exemple, le pervers narcissique n'est pas encore nomenclaturé, entre guillemets. Hein, donc c'est une échelle qui n'existe pas encore tout à fait, mais on va dire, on va dire que c'est plus empirique
hein, parce qu'effectivement, on observe qu'il y a évidemment ce crescendo qui peut aller jusqu'à certains troubles de personnalité, effectivement. Alors, dans les critères au niveau de la séparation et de l'abandon, donc, pour en revenir au sujet de la conférence de ce soir, qui était celle principale, donc ici, en gros, ce qui va se passer, c'est que donc l'abandon ou la séparation, donc si c'est un réel abandon, donc évidemment plus définitif de prime abord qu'une séparation, il faut comprendre qu'à un moment donné, pendant le développement de l'enfant, il y a un moment donné où la séparation va devenir difficile. Hein, l'enfant va pleurer, et même lorsqu'il y a des figures parfois de sécurité autour de lui, il aura plus de mal à le digérer. Ça participe du processus de développement de l'enfant et de sa maturation. Et on voit par exemple des enfants qui, dès que le parent sort de la pièce, vont commencer à pleurer. Il y a des expériences d'ailleurs qui existent. Si vous cherchez ça sur Internet, sur YouTube, il y a des vidéos que vous pouvez voir. Dans les cours, je montre certains types de ces vidéos. Ou l'expérience du still face, par exemple. Hein. Donc, le visage qui n'exprime plus rien, vous allez voir que ça va générer un stress. Même chez nous, en tant qu'adultes, ça va générer un stress parce que ça renvoie vers quelque chose où on n'est pas pris en compte, on ne compte pas, on ne sait pas comment attirer l'attention de l'autre, donc on va mettre en place une série de compétences pour essayer d'attirer l'attention de l'autre et recréer du lien. Et on voit ça très très bien chez le bébé, dans ce type d'expérience où le bébé va utiliser toutes les compétences qu'il a acquises, les cris, pointer du doigt, pleurer, tendre les bras, s'agiter, etc. Et si on ne tient pas compte de cela, si on ne s'en occupe pas, l'enfant va s'éteindre. Donc il va vraiment se couper et il va aller vers un attachement, si on laissait faire ça, il irait vers un attachement de type détaché, évitant. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre que la relation avec le parent, en l'occurrence, parfois est sécure et parfois insécure. Et comme il ne comprend pas ce qu'il se passe, eh bien, il va finir par se couper pour se protéger. Hein, c'est vraiment des mécanismes de défense assez importants. J'ai vécu ça avec un de mes loulous, un de mes enfants, mon plus jeune fils, quand il avait 3 ans et demi. Donc leur maman, mon fils avait 3 ans et demi, ma plus jeune fille 2 ans, 2 ans, 2 mois. Leur maman est partie dans une démarche un peu spirituelle aux États-Unis. Et quand elle est partie, j'ai dit, ça sent pas bon, elle va rester dans ce groupe, elle va pas revenir. Et donc tous les amis disaient, mais non, elle a 2 enfants, elle les aime, elle t'aime, il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas. Je dis, non, non, je ne le sens pas parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont quitté leurs enfants dans ce groupe, donc ça va être banalisé, ça va au contraire être pris comme un élément qui fait partie de la démarche. Et c'est évidemment ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc, quand elle est rentrée après 6 mois pour la première fois que mon fils l'a vue, donc mon fils à ce moment-là avait donc 4 ans, 4 ans ou 4 ans, 3 mois, il jouait dans la pièce de jeu. Sa mère est rentrée dans la pièce. Il a juste dit bonjour maman en restant assis au sol. J'ai encore l'image devant les yeux. Ah, bonjour maman, il a continué à faire son jeu. Il ne s'est pas levé, il ne s'est pas jeté dans les bras de sa mère. C'était vraiment coupé, hein, complètement coupé. Alors quand j'ai observé ça, évidemment, je me suis rendu compte que ben là, il y avait quand même un petit problème, un petit souci, ce qui était assez logique. Donc, par exemple, j'ai mis en place un mécanisme où je le prenais dans les bras tous les jours. Bon, j'avais déjà tendance à le faire, mais je le tenais. Hein, on sait qu'à partir de 16 ou 17 secondes, c'est là qu'on génère de l'ocytocine si on fait un hug. Eh bien, donc c'est ce que j'ai fait systématiquement. Et parfois, quand tu n'avais pas envie, je dis bah oui, Loulou, je comprends que tu n'as pas envie, mais tu sais, c'est plus pour papa que pour toi. Hein, c'est juste parce que papa il a besoin d'un câlin, mais après je te fiche la paix, hein, mon Loulou. Et puis voilà, puis je discutais un peu avec lui, mais je le faisais. Et effectivement, ça a permis de reconstruire peu à peu une sécurité émotionnelle et affective. Voilà. Et donc, du coup, il a pu commencer aussi parfois à parler, exprimer, etc., les choses. Voilà. Alors que sa sœur, à l'inverse, c'était plutôt un attachement anxieux. Donc, par exemple, pendant 6 mois, par exemple, elle pleurait toutes les nuits. Je devais me lever toutes les nuits pour aller la rassurer, lui expliquer. Et à un moment donné, c'est d'ailleurs comme ça que sa maman est revenue. C'est que, enfin, revenue, en tout cas, voir ses enfants, parce qu'à un moment donné, euh, la maman était tellement dans la négation de ce qui s'était passé qu'elle n'arrêtait pas de dire que c'était la nounou, moi-même, la famille qui faisions que les enfants pleurent. En tout cas, que ma plus jeune fille pleure, hein, parce qu'on créait cette réalité-là. Alors je lui dis, écoute, bon, c'est un petit peu violent quand même de venir dire que nous créons la réalité de nos enfants. Donc, ce que j'ai fait, de façon un petit peu trash, un jour, elle a appelé en Skype et je dis, attends, je vais t'amener notre fille, et donc, qui avait donc 2 ans et quelques mois, et je l'ai déposée devant l'écran Skype et je dis, chérie, tu vas expliquer à papa, enfin, tu vas expliquer à maman ce que tu dis à papa depuis 6 mois toutes les nuits. D'accord? Et
elle va rentrer en larmes, évidemment, elle commence à expliquer. Moi, je suis sorti de la pièce, hein, je ne me suis pas mis trop loin, mais pendant un quart d'heure, je l'ai laissé comme ça. Et puis après, je suis rentré dans la pièce, hein, elle parlait avec sa mère, et sa maman pleurait. Alors je dis maintenant, est-ce que c'est toi qui t'es inventé le fait qu'elle pleure, ou que c'est elle qui a inventé qu'elle pleurait, que du coup tu pleurais? Je dis, ou c'est simplement parce qu'il y a une blessure d'attachement, un enfant a des besoins, et un enfant, si on ne remplit pas ses besoins, ben, c'est assez normal qu'il soit en manque de sa maman ou de son papa, etc. Donc ça a permis d'un petit peu dégeler la communication sur ce sujet, parce qu'il y avait vraiment un déni, hein, c'est un mécanisme de défense, hein, c'était dans le déni de ce qui s'était passé. En sachant que elle-même, quand elle était enfant, entre ses 10 et 20 ans, n'avait pas vu son père. Donc il y avait des reproductions de schémas. Donc c'était des choses qui étaient tout à fait claires. Donc la séparation, quand elle est temporaire, évidemment, ce n'est pas gênant. Plus vous allez donner du cadre à l'enfant, lui expliquer, euh, privilégier des appels avec la technologie actuelle, WhatsApp, Zoom, Skype, Google Teams, bref, tout ce que vous voulez utiliser. Il y a moyen de se voir. Évidemment, bon, il faut limiter les écrans, mais vous pouvez le faire pour ce genre de choses, ne fût-ce que quelques minutes, s'appeler, etc. Euh, voilà. Par contre, l'abandon, ça va créer vraiment une rupture de lien beaucoup plus importante, avec une perte de confiance en l'adulte qui est censé aimer. Et si on va un petit peu plus loin, c'est évidemment la même chose, le même type de schéma qui peuvent se produire si on parle d'abus, qui peuvent être aussi des abus d'ordre sexuel ou autre, incestueux ou autre, qui vont évidemment être très compliqués pour l'enfant parce que c'est vraiment l'adulte, et en plus qui est censé être aimant, qui a des passages à l'acte assez violents. Je lisais juste avant cette conférence une étude qui vient d'être faite sur des rapports incestueux. Alors l'étude est peut-être un peu biaisée parce qu'ils ont eu quand même je crois 97% de femmes donc c'est 400 personnes qui ont répondu à un questionnaire, des patients, de thérapeutes, de psychologues, etc. Et il y avait quand même 97% de femmes. Donc évidemment, c'est peut-être un peu biaisé sur l'échantillonnage, mais on arrivait quand même à 60 ou 70% de, de relations incestuelles à cause du père ou de la famille. Il y avait à peu près une dizaine de pourcents qui venaient de femmes. Ça peut être la mère, cousin, cousine, plutôt sœur, mais 90% plutôt des hommes. Et évidemment, tout l'impact que ça a pu faire avec des amnésies. Le but de l'étude, c'était de mesurer l'amnésie totale ou partielle. Et effectivement, il y a la moitié des cas, c'est des amnésies totales, qui peuvent durer plusieurs décennies, euh, plus de 30 ans parfois. Et l'autre moitié, on est sur des amnésies partielles. Donc, ils vont durer quelques années, 3, 4, 5 ans. Alors, c'est important parce que, notamment dans les critères d'intervention au niveau de la loi, comme il y a des prescriptions, le but était aussi d'essayer d'amener le législateur à modifier les prescriptions pour ce type d'agression, pour que les agresseurs puissent être poursuivis, parce que sinon, il y a des prescriptions. Donc voilà, mais donc c'est pour dire qu'au niveau de la sécurité peut venir d'événements type accident, cambriolage, etc., mais aussi des accidents plus compliqués qui vont venir toucher à la construction de l'enfant lui-même et à son image de l'adulte qui est censé être bienveillant et rassurant, qui parfois ne l'est pas du tout. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? C'est de l'eau que je bois, hein, je vous rassure, même si c'est un grand verre, mais on m'a fait la réflexion tout à l'heure, j'ai dit non, non, j'ai pris un grand verre, mais voilà. Ok, alors, qu'est-ce que- attends, est-ce que j'ai arrêté les questions? Non. Bon, voilà, ok. Bien, parce que je vois on est déjà à la fin de la conférence. Voilà, donc ce sont des thématiques évidemment qui sont très importantes. Il faut comprendre qu'au niveau de l'attachement, cette sécurité émotionnelle et affective, elle est fondamentale. On peut la travailler à n'importe quel âge, mais si on ne la travaille pas, elle va nous impacter toute notre vie et dans notre capacité à être en lien, dans un lien sécure et constructif. Donc, ça veut dire qu'on doit vraiment, vraiment porter attention à ces éléments-là. Et s'ils viennent s'inscrire sur des épisodes traumatiques, qui ne touche pas à l'attachement lui-même, ça va renforcer la blessure traumatique parce que simplement la structure de base de l'individu est plus fragile et donc il va être plus sensible. Et elle restera plus sensible.
Un autre paramètre, c'est évidemment les réflexes archaïques de base et de sécurité, qui eux-mêmes peuvent être déconstruits s'il y a blessure d'attachement, parce que cette insécurité de fond va faire que certains réflexes ne s'intègrent pas correctement ou se désintègrent à cause du stress de fond. Donc, à nouveau, ce qui est important, c'est d'avoir des approches qui soient intégratives, multiples, qui travaillent à la fois sur les aspects corporels purs, psychocorporels, et sur les aspects plus psy, parce que si on ne fait pas l'ensemble, il restera toujours une fragilité et une sensibilité qui fait qu'on va reprendre un trauma où on va être réactivé plus rapidement, on aura plus de mal à le digérer que si on a pu tout remettre, on va dire, dans l'ordre, entre guillemets. Donc, ce sont des éléments vraiment très, très importants. Et on voit vraiment la différence avec les patients qui ont un suivi de cet ordre-là, plutôt qu'un suivi plus généraliste, qui va soulager temporairement, mais qui, en arrière-fond, parfois même entretient les souffrances. Par exemple, beaucoup de thérapies, quand elles restent trop conversationnelles, peuvent, purement conversationnelles, dès que vous touchez à des traumas complexes, peuvent renforcer le trauma. Alors qu'un trauma simple, il n'y aura pas de souci, mais un trauma complexe, ça peut le renforcer parce que le cerveau, ne faisant pas la différence entre une parole, un acte, un film, un bouquin, etc., ça peut vraiment réactiver certains réseaux. Et si en plus certains réflexes n'étaient pas intégrés, ben ça va évidemment surajouter un autre poids, puisque ça vient de nouveau activer les systèmes de défense. Euh, faites juste ce mini exercice pour vous, observez comment vous vous tenez. Si vous voyez que vos épaules sont rentrées, hein, plutôt que voilà, bien en arrière de façon naturelle et spontanée, ben, rien que cette attitude-là, des jambes très verrouillées, c'est le réflexe de protection, c'est déjà le signe qu'il y a une insécurité de base. Et donc il y a forcément quelque part, si ces réflexes de base ne sont pas intégrés, il y a forcément une blessure d'attachement aussi, parce que le système n'a pas pu simplement se réguler correctement. Donc ça, c'est ça qui est important, d'accord? Un dernier aspect aussi, parce que parfois ça peut jouer, le système nerveux autonome, hein, sur lequel on va travailler avec certaines techniques, comme REMAP, Self-Emotional Balancing, l'EFT clinique, eh bien le système vagal, par exemple, peut aussi être influencé par les héritages transgénérationnels. Si j'ai des ancêtres qui ont développé leur capacité à mieux gérer certains types de stress, hein, ça participe de l'épigénétique. On sait que certains gènes, certaines sensibilités ou certains gènes vont répondre plus vite à certains types de stress pour mieux nous protéger. Parfois, c'est l'héritage de nos ancêtres qui, eux, ont survécu à des situations plus compliquées et ils transmettent ça à leurs enfants. Et on sait que c'est exponentiel. C'est-à-dire que chez les enfants, les petits-enfants, etc., cette capacité, normalement, devient enfin, meilleure, hein, de mieux en mieux, s'améliore. Et donc, ça peut être aussi des éléments très importants, alors que des personnes qui n'ont jamais connu ce type de stress pourraient avoir beaucoup de mal à supporter du stress constant et à s'adapter à tout ça. Voilà, j'ai fait le tour, c'était un peu rapide, hein, mais 1 heure, voilà. Euh, Petite dernière question. Sinon, on se retrouve pour ceux qui veulent samedi à midi pour moi, donc ça fait 11 heures pour vous, je pense. Et là, je crois que c'est la douleur, si je ne me suis pas trompé de thématique. Il faudrait qu'il me confirme, parce que c'est ça que j'avais préparé aujourd'hui, avant de préparer celle-ci. Donc voilà. Oui, peut-être juste, oui, je ne sais pas si je sais le partager. Attendez, je vais voir si. Oui, je ne suis pas certain que vous allez bien le voir, mais je vais quand même partager ça un minimum. Mais ça, c'est un schéma qu'on donne pendant le cours, par exemple. Voilà, vous avez ici, voilà, vous avez par exemple ici, je ne peux pas le faire beaucoup plus grand parce que, en gros, ça, par exemple, c'est un mind map qui permet de repérer sur quoi travailler, les piliers qui peuvent être à la base de blessures, les événements du passé, les déclencheurs du présent, les familles de croyances, visualisation, futurisation, par exemple, ce qu'on appelle les fantasmes aussi, les aspects psychosomatiques, mais également physiques, etc. Voilà, les mécanismes de défense, TOC, évitement, addiction, amnésie, phobie, comportement excessif, etc. Voilà, donc ça, c'est un schéma, par exemple, qu'on donne aussi lors de la formation pour savoir comment mieux travailler avec ce type de choses et en fonction des outils utilisés, voilà, on peut valider c'est une réaction, voilà, que doit-on faire? Si ça stagne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Les recadrages, quel type de recadrage, etc. Le type de dissociation, premier, deuxième, troisième niveau. Enfin, bref, c'est un petit schéma, mais c'est le genre de choses qu'on donne en formation pour vous aider à pouvoir mieux savoir comment travailler et accompagner ce type de blessure. Alors, je vois une dernière question.
Donc, c'est bien la prise en charge de la douleur samedi. Les blessures de rejet et d'abandon sont différentes, mais en général liées. Alors, mais à nouveau, c'est la blessure d'attachement qui est derrière ça, hein. Donc, blessure de rejet ou d'abandon. En gros, ça va être l'intensité de la blessure qui va peut-être être modifiée. Un abandon, évidemment, si c'est un réel abandon par les parents, ça va être plus lourd qu'un rejet. Le rejet, c'est si quelqu'un ne nous aime pas et que nous, on l'aime, c'est pas tout à fait la même intensité. Non, si c'est un parent qui rejette systématiquement ses enfants, ce qu'il faudrait aller voir, c'est mais qui est toujours présent dans la cellule familiale, c'est pas le même impact qu'un réel abandon. Donc, en gros, c'est là qu'on va devoir aller mesurer quelles sont les vraies blessures, en sachant que derrière tout ça, c'est de toute façon le manque d'estime de soi qui est la première blessure à réparer pour justement pouvoir réparer la confiance et l'affirmation de soi. Et comprendre que cette blessure d'estime, elle doit venir de l'intérieur, elle ne doit pas venir de l'extérieur. Donc, beaucoup de personnes pensent que la solution est à l'extérieur, ce qui est faux, hein. Tant que la personne cherche à l'extérieur des solutions, de la reconnaissance ou que sais-je, c'est pas l'adulte qu'il est aujourd'hui qui se répare et qui prend soin de lui. C'est quelqu'un qui est toujours en attente d'une solution externe. Évidemment, c'est donner son pouvoir à l'autre. Et si on revient au manipulateur dont on parlait tout à l'heure, là, c'est évidemment du pain béni pour le manipulateur parce que c'est ce type de profil qu'ils recherchent. Parce que c'est des gens fragiles sur lesquels ils vont pouvoir établir une emprise. Et à partir de cette emprise, ils vont pouvoir évidemment, eux, se nourrir, mais pas la personne qui est devenue leur partenaire, en tout cas. Voilà. OK. Bien, je vous souhaite une excellente soirée. Choukran pour cette présentation. Et puis, à tout bientôt. Noël, c'est toi que j'ai entendu ou, Oui, c'est moi. OK, vas-y. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Bonne soirée. Et on se voit samedi. Et moi, Prends soin de tout le monde. j'arrive à Mohamedia le 7 jusqu'au 21. Il y aura des formations qui sont données déjà. Et puis, je Oui, reviens aussi en juillet. C'est aussi 15 jours en juillet. Je ne sais plus les dates, mais oui. Noël, voilà. De Sur le toute site. façon, on a partagé les liens, les téléphones, toutes les coordonnées de contact et on a partagé les dates, les personnes qui sont intéressées. Comme Oui. d'habitude, toutes les personnes présentes à cette conférence, ils bénéficieront de 10% de réduction sur toutes les formations s'ils s'inscrivent dans les 48 heures qui suivent. Ben voilà. C'est le cadeau bonus que j'ignorais, mais c'est bien. Ok. C'est bien pour Moi, encourager un peu les gens à venir découvrir la psychologie énergétique clinique. Et pour nos collègues psychologues, psychothérapeutes, cette technique permet de travailler surtout d'une façon rapide par rapport aux autres techniques. C'est une TCC de troisième génération, ou bien troisième vague, et ça permet aussi d'éviter les rechutes. C'est ça, donc quand tu travailles avec un client 2 ans, 3 ans et après il te fait une rechute, c'est vraiment une difficulté majeure par rapport au travail de thérapeute. Mais avec le travail par SEB, par la technique que Yves utilise pour remédier au problème de l'attachement, on n'a pas le droit, on n'a pas, il n'y a pas question de rechuter. Donc, c'est ça la différence entre ce qui se passe dans la psychologie et la psychothérapie. Je crois qu'au Maroc, on a tous besoin de cette nouvelle technique qui est vraiment intéressante. Merci Noël. Ok. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et puis à samedi. Donc, à tout bientôt. Au revoir, bonsoir. Ciao. On a dit midi, heure Maroc. Oui, c'est midi heure Maroc? Oui. Attends. Ah, moi j'ai Non, midi heure belge, donc 11 heures heure Maroc. non, c'est midi, heure Maroc. Arnaque, je dis. Tu me fais travailler plus tard. Non, 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 c'est ça qu'on a convenu au début. Euh, D'ailleurs, il est écrit sur la fiche, Karim l'a publié. ouais, ouais. Arnaque. Bon, ok, parce que pour moi, ça fait 13 heures. Alors. Moi, c'est pas ça.
Ok, c'est pas Maximum grave. de ta générosité. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis libre, donc il n'y a pas de problème. Ok, on se voit samedi. Bisous. Ciao, ciao. Au Au revoir, revoir. bisous. Bye bye. Merci, au revoir. Shukran. Oups.